les questions ne tournaient qu'autour de l'équipe nationale du Sénégal. Parce que c'était pendant cette période. Exactement. Donc, ils te disaient, tu es du Sénégal, tu connais certainement El Hadji Diouf, ça n'a pas duré. Salam à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est Serigne Modou Sall aka Habib Sall. Bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qualité. Ici, on s'inspire à inspirer avant d'expirer. Comme vous savez, je suis un éternel apprenti qui ne sait pas grand-chose. Donc, chaque semaine, je reçois des personnes compétentes, reconnues et aguerries dans leurs domaines respectifs pour décortiquer leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, mais aussi soutirer des approches, des manières de faire, des principes et outils pertinents que nous pouvons appliquer, vous et moi, dans nos vies respectives pour atteindre notre vrai potentiel. Notre invité d'aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et l'immense plaisir de le recevoir ici dans notre cercle. Non seulement je suis reconnaissant envers lui pour avoir accepté notre invitation, mais reconnaissant aussi envers lui pour avoir été mon premier prof, mon premier enseignant en informatique quand j'étais un petit gamin en Égypte à l'âge de 14 ans. Donc, comme vous allez découvrir qu'il a un parcours très enrichissant, un parcours très polyvalent, il a su prendre sa vie en main pour construire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de vraiment inspirant. Donc, aidez-moi à accueillir ici dans le cercle notre cher Mamadou Bara Sam. Merci Habib, c'est tout un plaisir et tout un honneur pour moi d'être avec toi et d'être parmi tes invités. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et qui aimeraient en fait connaître ton parcours, est-ce que tu peux nous décrire brièvement ton parcours, ce que tu fais actuellement? Alors, moi, je suis Mamadou Bara Sam, comme on l'a dit tout à l'heure. Je suis consultant et formateur IT, donc formateur en informatique. Je suis à la tête d'un cabinet de formation professionnelle continue, de capacitation, de certification et de reconversion dans les métiers du numérique, du nom de Certification Coaching Center, ou 3C. Je suis également membre du comité scientifique de la communauté Layène. Je me considère un éternel apprenti, apprenant comme toi. Et je me considère comme un serviteur de Dieu et un citoyen du monde. Super. Voilà. Donc, retraçons le parcours. Parce que je parlais tout à l'heure en Égypte, on s'est connus là-bas. Exactement. Donc, est-ce qu'on peut retracer le parcours depuis le début jusqu'au Égypte, ensuite, avant de revenir sur toi? Excellent. Donc, je suis parti en Égypte en 2001. C'était après avoir eu mon bac, mon BFM plutôt, parce qu'après, moi, j'ai eu, je sais pas si je peux l'appeler une chance, mais, j'ai eu en tout cas l'expérience d'avoir tous les possibles BFM au Sénégal. Il y a 3 systèmes de formation au Sénégal. Il y a un système exclusivement en arabe. J'ai eu mon BFM à l'école Cheikh Djibril Gaye de Yeumbeul. Et cette école-là a été l'école, la plus ancienne école du département de Pikine, qui a été fondée par mon grand-père, qui est aussi également mon maître spirituel. Donc, il a créé l'école avant les indépendances. C'était en 1953. Super. C'était la toute première école du département de Pikine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est là-bas, à l'âge de 6 ans, que j'ai commencé les études. Donc, c'était exclusivement en arabe. Donc, j'ai eu mon BFM. Après le BFM, j'ai été au seul lycée avant les années 2000, qui était un lycée ou un collège public franco-arabe, qui est le collège Cheikh Fadilou Mbacké, qui est devenu le lycée Cheikh Fadilou Mbacké de Point-E. Là-bas, j'ai refait encore le cycle secondaire, j'ai refait la 6e jusqu'au BFM. J'ai eu donc un deuxième BFM dans un système bilingue. Et la même année, j'avais aussi eu mon BFM au lycée Blaise Diagne en candidature libre. Et voilà, donc j'étais major de cette année-là à Blaise Diagne. Et donc avec ces trois BFM-là, il y a un cousin qui me taquinait, qui me disait ça servira à rien, tous ces brevets-là que tu viens d'accumuler. Mais bon, après mon BFM, surtout celui de Blaise Diagne,
l'idée c'était vraiment de trouver une autre orientation, de sortir carrément du système arabophone et intégrer le système francophone. Et donc j'avais pensé à aller à Delafosse. Il y avait même un oncle qui était venu me dire voilà, c'était réglé. Et la même année, j'ai eu une bourse pour aller en Égypte. Donc je suis allé à l'université Al-Azhar et j'ai intégré après avoir refait encore la sixième, je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, mais en tout cas, peut-être on va en parler après. Et j'ai refait le cycle secondaire, j'ai eu mon bac et j'ai intégré la faculté de commerce. En Égypte, à l'université Al-Azhar du Caire. Mais en partant au Caire déjà, dans ma tête, j'allais pas revenir au Sénégal et enseigner comme c'était le cas de plusieurs de mes compatriotes dans le système arabophone pour être juste un prof d'arabe dans une école élémentaire. Même si j'ai rien contre ça, je considère que c'est un métier très noble et tout, mais pour moi c'était pas mon choix. Et donc là-bas j'ai très tôt compris qu'il fallait faire autre chose. Et j'ai commencé les cours dans un environnement de formation libre. Comme vous, j'ai aussi profité des étudiants qui étaient mes aînés. C'est au campus que j'ai appris l'anglais. C'est là-bas où j'ai fait mes premiers pas en informatique avant de devenir un formateur certifié dans une académie au Caire. C'est super. C'est très important. Vous avez parlé du fait que vous avez fait l'Égypte, vous avez fait commerce à l'université Al-Azhar. Parce que souvent, ici au Sénégal, j'imagine que vous avez eu le même problème aussi. Quand tu dis que tu viens d'Égypte, les gens supposent que t'es un imam, t'es arabe, tu dois maîtriser le Coran, et ainsi de suite. Alors que la langue arabe, c'est juste une langue, en fait, c'est un outil de communication. Moi, j'ai fait l'Égypte, mais j'ai pas fait la science islamique. J'ai fait la science scientifique. Je suis revenu au Sénégal, j'ai continué mes études de chimie. Donc, être arabe, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes un imam. Donc, on a tous le choix de choisir et on a choisi un autre chemin. Ça ne veut pas dire que les autres chemins n'étaient pas de très bons chemins. Donc, dis-moi, comment t'es passé de gradué du commerce à un technicien informaticien, même coach, formateur, consultant en informatique? Alors l'histoire, c'est surtout, ça revient à une période qui a été très difficile, dès mon arrivée en Égypte. Peut-être tout à l'heure on va en parler. Mais quand on a fait surtout le test de niveau, en tout cas mes premiers jours en Égypte, j'étais confronté à au moins passer 4 à 6 ans avant de passer mon bac. C'était dû à une imperfection surtout du système et tout. Et donc, du coup, il fallait trouver au moins de remplir ce temps-là. Donc, j'ai pensé... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Ce qui s'est passé réellement, c'est que en Égypte, quand on arrive pour la première fois, malgré le fait que, par exemple, nous, on part suite à un concours qui a été organisé par l'ambassade d'Égypte, ou, par exemple, le document au minimum qu'il fallait déposer, c'était d'avoir carrément le BFM comme diplôme. Donc, on était obligé de refaire encore le test. Et malheureusement, c'était pas des tests, je dirais sérieux, parce que je me souviens, pendant ce test-là, les questions ne tournaient qu'autour de l'équipe nationale du Sénégal. Parce que c'était pendant cette période. Exactement. Donc, ils te disaient, tu es du Sénégal, tu connais certainement El Hadj Diouf, ça n'a pas duré. Je me souviens 5 minutes, quoi. Et on m'a posé aucune question liée, par exemple, à mon parcours et tout. Et donc, d'une appréciation subjective, le gars désigne la classe normalement que tu dois rejoindre. Donc, malheureusement, on m'a relégué à la 6e encore une fois. Et je me souviens même être allé voir celui qu'on appelait Moudir Louafidine, donc la personne qui était en charge des étudiants expatriés en Égypte. Tu te rappelles du nom? Ouais, exactement. Ça t'a marqué? Ouais, ça m'a marqué toute ma vie. Et lui dire, mais moi j'ai un bon niveau et je peux te le prouver. Et je me souviens toujours de sa réponse, n'est-ce pas, qui m'a abattu. Il me dit, bonhomme, ici c'est Al-Azhar. D'accord? Donc la décision d'Al-Azhar, c'est une décision irréversible. Soit tu te plies ou bien tu rentres dans ton pays. C'est comme ça, et d'une façon très sèche qu'il me l'avait dit. Et donc, confronté à cette réalité, qu'on était devant un mur, on s'est dit, mais attends, il faut trouver autre chose. Et donc, j'ai commencé à faire les cours en anglais. Je me souviens, moi, je suis parti en Égypte en octobre
Oui, c'était en octobre 2001. Avant le mois de mars, j'avais déjà commencé mes cours en anglais et mes cours en informatique. Je me souviens de mon super brillant, n'est-ce pas, formateur, je pense qu'il était tanzanien, du nom de Kichange. Donc, c'est lui avec qui j'ai fait mes premiers pas sur le disque operating system et Windows. Et c'est comme ça. Et c'est le constat en Égypte, comparé au Sénégal, il y a beaucoup plus des centres de formation modulaire libre que des écoles dans le système classique LMD. Qu'est-ce qu'on n'entend par une formation modulaire pour ceux qui nous écoutent et qui ne comprennent pas? Par exemple, aujourd'hui, si on est intéressé par un métier comme le design, l'infographie ou donc tout ce qui est multimédia, quand on vient dans un centre de formation, on nous dit ça c'est le métier que tu veux faire et ça c'est les modules. Par exemple, tu peux prendre un module comme Photoshop, on te forme dessus. Ça dure peut-être une vingtaine d'heures, une quarantaine d'heures. Et après avoir validé, tu passes au module suivant d'une façon très libre. Et donc c'est comme ça. Je me souviens, il y avait une académie très très célèbre en Égypte du nom de Yat Academy. Donc je pense que tous les étudiants sénégalais qui ont fait l'Égypte connaissent Yat. Donc c'est là-bas où j'ai fait la maintenance informatique, ensuite le réseau informatique. Et quand j'ai eu à faire mon tout premier certificat professionnel dans le domaine de l'informatique qui était le MCP. Donc j'ai eu mon MCP en 2006, le Microsoft Certified Professional. Et c'était un diplôme qui a été signé par Bill Gates. Ah, super. Et donc je me dis, attends, là tu viens d'avoir un diplôme qui est signé par l'homme le plus riche de la planète. Et donc du coup, ça peut le faire. Et je me souviens, en 2007, quand je suis venu en vacances au Sénégal, je suis allé à la Sénélec pour faire un stage. Donc on m'a demandé mes diplômes. J'avais eu la chance aussi en Égypte d'aller à l'Institut français pour un peu parfaire mon niveau de français. Et j'ai eu mon DALF, qui est l'équivalent du bac. Et donc, quand on m'a demandé mes diplômes à la Sénélec, j'ai déposé mon DALF. Et comme le stage c'était en informatique, on me demandait les diplômes en informatique, j'ai mis mon MCP. Je me souviens, le gars n'était même pas très conscient de l'existence de ce genre d'accréditation-là. Et donc, je lui dis, ça, c'est une certification. Ça vaut plus qu'un diplôme parce que ça a au moins une reconnaissance planétaire. Et c'est à la Sénélec que j'ai découvert Cisco. J'ai fait un mois de stage. Le premier mois, c'était à Sénélec Guédiawaye, ensuite à Vincent. Il y a une dame du nom de Fatima Teka qui m'a initié, à Cisco. Donc, du coup, une fois rentré en Égypte, je suis allé demander où est-ce qu'on peut apprendre Cisco. Cisco qui est l'un des plus grands constructeurs de matériel informatique, surtout quand tout ce qui touche au réseau. Et autant en Égypte, toutes les académies étaient affiliées, n'est-ce pas, au ministère des Télécoms. Donc, je suis allé au ministère des Télécoms. Ils avaient déjà un centre de formation pour leur demander si je pouvais être inscrit pour faire Cisco. Donc, ils m'ont dit, tu fais quelle faculté? Je leur dis, je suis à la faculté de commerce de l'université Al-Azhar. Ils me disent, non. Cisco est uniquement réservé pour ceux qui font qui sont dans les facultés scientifiques. Donc j'ai pas découragé et j'ai continué à chercher jusqu'à tomber sur une académie du nom de IT Gate Academy. Donc c'est à IT Gate que j'ai fait mes tout premiers pas à Cisco. J'ai eu ma certification. Et là-bas, c'était des formations modulaires aussi. C'était des formations toujours modulaires. Je me souviens, j'étais, je pense, en première année à la fac. Et quand j'ai terminé, avant même d'avoir terminé, le formateur du nom de Bahadine m'a proposé d'être formateur, de former sur la même thématique. Et je me souviens avoir refusé parce que temps, il y avait 4 modules pour Cisco, le CCNA 1, 2, 3 et 4. Et donc, on avait terminé le CCNA 3, il me propose de commencer à former. Je lui dis, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'en formant même sur le CCNA 1, on peut me poser des questions que j'ai pas encore vu dans le CCNA 4. Donc, au moins, la condition que je mets, c'est de terminer d'abord. Et donc, il m'a beaucoup encouragé. Et je pense que c'est grâce à lui que je suis devenu un formateur. Et, désolé de te couper, mais qu'est-ce qu'il a vu en toi pour te demander de devenir formateur à ce jeune âge? Oui, peut-être c'était l'engagement. Parce que je me souviens, par exemple, pendant le carême, le mois de Ramadan, où on le sait, en Égypte, c'est compliqué. Pendant le mois de Ramadan, après la rupture, voilà quoi. Donc tous les centres étaient fermés et tout. Et ce qui m'a marqué, peut-être une petite parenthèse en Égypte, c'est que ce centre-là était ouvert de 10h du matin à minuit. D'une façon continue, il y avait des groupes
Des groupes qui commençaient de 10h à 14h, ensuite de 15h à 18h, 18h à 21h. Il y avait même un groupe de 21h à minuit pour dire carrément que voilà, c'est un pays quand même où les gens bossent jusqu'à des heures extrêmement tardives et apprennent. Surtout. Exactement. Et donc, moi, j'ai demandé à ce qu'on me donne la clé du centre. Et donc, après la rupture, seul dans le centre, j'ouvrais et je mettais les équipements ensemble. Une fois, il m'a trouvé en train de travailler seul. Et voilà, quoi. Donc, et j'étais pas, je pense que j'étais parmi les plus brillants, en tout cas, de ces étudiants. Ça aussi, c'était un fait. Et donc, il m'a proposé à être formateur. Et j'étais pas le seul, hein, parce que je me souviens, j'ai un excellent ami à moi avec qui aussi j'ai partagé beaucoup de choses en Égypte, qui était avec moi dans le même appartement, qui est devenu aussi formateur. Ouais, on va en parler. On va en parler tout à l'heure. Ouais. Donc, du coup, je peux dire qu'aujourd'hui, c'est l'une des personnes qui m'ont propulsé dans ce métier-là de formateur. Super. J'ai fait 2 ans et je me souviens, cette même académie qui m'a fait refuser en tant qu'étudiant, l'académie qui a été affiliée par les ministères des télécoms, ils ont commencé après, un an après à Etigate, à me démarcher pour que je devienne formateur chez eux. J'ai totalement refusé. Je leur ai dit, attends, vous m'avez refusé. Je prends ma revanche. Exactement. Non, parfois, faut prendre sa revanche, c'est très important. Exactement. Donc, ils me disent, je me souviens, le gars me taquinait, il me disait, mais attends, toi, tu acceptes de jouer pour la petite catégorie, alors que voilà, la grande catégorie, c'est politique, politicien, là. Et donc, c'est comme ça. Et 2 ans après, j'ai intégré ce que je peux considérer comme étant le plus grand groupe de formation professionnelle en IT qui est Global Knowledge. En réalité, j'étais recruté par Synergy Academy qui avait été racheté la même année par Global Knowledge. Et c'est comme ça, j'étais à cheval entre Dubaï et Caire. Toute l'année 2010. Et j'étais parmi les rares formateurs qui pouvaient former en Cisco, en arabe et en anglais et en français. Et donc, en 2011, j'ai décidé de rentrer au Sénégal. Donc, il y avait une activité de vente en ligne. C'est ça. Je connais Kunet. Exactement. J'étais, voilà, je croyais au business et tout. Et quand je suis rentré, bon, le boss a tout fait pour me dissuader et tout, mais je voyais que ça. Je suis rentré au Sénégal, mais quand même, je suis resté formateur. J'ai continué à collaborer indépendant. J'ai travaillé, par exemple, avec Global Knowledge France. J'exécutais pratiquement les formations au Sénégal et dans la sous-région. Et j'ai fait quand même pas mal de files africaines en tant que formateur. Super. Donc, si je comprends bien, t'es passé de statut de débutant à un statut expert grâce à des formations modulaires. Exactement. Et tu t'as appris l'anglais, le français aussi, indépendamment de ton cursus qui est basé majoritairement en arabe. Exactement. Et si je comprends bien, c'est circuit, c'est ce parcours, c'est cette méthode de formation modulaire que tu comptes reproduire ici au Sénégal avec ton nouveau cabinet, ta nouvelle boîte qui est 3C. Exactement. Est-ce que tu peux développer sur 3C la vision, la mission sur le moyen, long et court terme? Alors, 3C, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, un centre de formation professionnelle continue. On finit jamais par apprendre. Et c'est encore vrai dans le domaine technologique. C'est un domaine tellement évolutif. Aujourd'hui, les choses évoluent, les nouveaux métiers arrivent. Beaucoup de métiers changent. Donc, il y a cette obligation déjà de suivre la tendance, de se mettre à niveau. Sinon, on est forcément en rade. Et je pense que le système éducatif tel qu'il est conçu ne peut pas suivre avec une rigueur irréprochable cette évolution super rapide. Tous les changements technologiques. C'est un changement tellement rapide. Et donc, il y a que pour moi le système de formation modulaire qui est assez flexible parce que après pourquoi la certification surtout a été le choix de 3C parce que c'est l'élément central de notre offre parce que simplement ça résout le problème d'adéquation entre n'est-ce pas les attentes du marché du travail. Aujourd'hui en tant qu'entrepreneur si Serigne Modou recrute un développeur, l'idée c'est qu'il soit opérationnel le jour 1. Voyons, mais aujourd'hui le constat c'est que quand on recrute, on est toujours obligé de former avant que la ressource ne puisse être opérationnelle. Exactement. Donc, du coup, on règle totalement ce problème d'adéquation-là avec la certification. Le problème, c'est que, voilà,
on a la même respectabilité que n'importe quelle autre ressource formée ailleurs. Ok. Il y a plus ce complexe, il y a plus cette notion même de est-ce que ton diplôme il est reconnu, avec quel syllabus tu as appris, telle école. Non, parce qu'après aujourd'hui quand on est formateur Cisco, on a la même respectabilité que le formateur Cisco japonais, américain, chinois ou français. Okay. On passe par les mêmes tests, on reçoit les mêmes contenus, n'est-ce pas? Les étudiants sont formés par les mêmes moyens et sont certifiés de la même manière. Super. Et donc, et l'autre aspect qui est aussi un aspect fondamental, c'est cette obligation de mettre toujours à jour ce contenu-là. Tous les 3 ans, on est obligé de refaire la certification. Et donc, pour moi, 3CI, c'est d'abord, n'est-ce pas, donc un centre destiné pour, je peux dire que la mission tourne autour de garantir des ressources humaines africaines qui seront, n'est-ce pas, dont les compétences seront en phase avec les attentes du marché du travail et qui aura la même respectabilité, n'est-ce pas, de toute autre ressource. Donc l'idée pour nous, c'est de proposer des solutions, n'est-ce pas, de formation et de certification dans le domaine de l'informatique. Donc, quand on a démarré, c'était beaucoup plus des thématiques liées à l'administration des réseaux et systèmes. Donc, on formait vraiment les IT, quoi, les informaticiens. Les professionnels. Les professionnels IT. Que ça soit des professionnels IT envoyés par leurs entreprises dans le plan de leur mise à niveau, ou bien des IT qui viennent, n'est-ce pas, faire eux-mêmes ces certifs-là, financer et même prendre sur eux. Parce que la réalité, c'est que quand on a commencé, on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises ne finançaient pas la formation. Qui finançait? En fait, c'est les gens eux-mêmes. Les gens eux-mêmes, eux-mêmes, par exemple, qui essaient d'épargner, voilà. Et même, il y a même des personnes qui viennent faire des certifications et ne veulent pas que leurs entreprises soient au courant. Voyons. Pourquoi? Parce qu'après, voilà, généralement, les gens, quand ils se certifient, il y a une valeur quand même, la valeur forcément monte et l'entreprise est dans l'obligation de revoir beaucoup de choses, quoi. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts sur l'écosystème. Je peux parler des fonds, du fonds de financement de la formation professionnelle, par exemple, qui est là, qui peut soutenir. Et d'ailleurs, c'est vrai que tout le monde n'est pas au courant. Il y a même des entreprises qui ne sont pas au courant que à travers le 3FPT, ils peuvent être financés à hauteur de 90%. En particulier, il peut aller aussi à n'importe quel espace Sénégal Service aujourd'hui, n'importe quel jeune, demander à être soutenu. Et aujourd'hui, l'idée après, au-delà de ces formations modulaires, ce qu'on est en train de monter, c'est des projets qui tournent autour de la reconversion professionnelle. Carrément, quoi. Des gens qui veulent changer de métier. Voilà, qui veulent devenir des infographistes, qui veulent devenir des développeurs web, qui veulent devenir des experts en cloud, voilà, sur les nouvelles tendances technologiques. Donc, j'imagine qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui nous regardent et qui se disent, moi, par exemple, le système d'éducation classique, ça marche pas pour moi. Peut-être je suis trop actif, je suis trop bruyant, ou je trouve, en fait, les profs trop lents par rapport à mon aptitude intellectuelle. J'imagine qu'aussi, il y a quelqu'un qui a arrêté les études et qui aimerait se former, qui aimerait devenir professionnel, travailler, prendre soin de sa famille. Donc, est-ce que tu peux nous décrire le processus? Comment, genre, si je viens à toi, c'est en tant que quelqu'un qui a le BFM, par exemple, ou quelqu'un qui n'a jamais fait les banques, mais qui veut se former sur les métiers du numérique. Quel est le processus? Comment on passe de débutant jusqu'à professionnel et éventuellement trouver un boulot dans les métiers du numérique? Très bien. Alors, nous, on existe depuis 4 ans. Depuis 4 ans, je dirais septembre 2017 a été le vrai démarrage de 3C. Donc, jusque-là, on est sur les modules, en fait. Genre, aujourd'hui, un Serigne Modo qui vient, qui dit je suis un comptable, ou bien je suis un financier, je souhaite, par exemple, approfondir mes connaissances sur Excel. Donc, on lui fait la certification Excel avancée, par exemple. Ou bien je suis un directeur du système d'information, ou bien je suis un jeune étudiant en informatique, en réseau, et je veux approfondir mes connaissances en réseau. On l'inscrit sur un parcours en réseau. Actuellement, on est en train de concevoir, et normalement c'est cette année que ça va démarrer, un parcours exclusivement destiné aux jeunes déscolarisés. Donc, avec un projet intitulé Djangat. Super. Donc, le projet Djangat a... C'était ça le sens de ma question. Voilà, exactement. Donc, le projet Djangat,
l'idée c'est vraiment ça, quoi. C'est quelqu'un, parce qu'après moi, j'ai reçu ce que j'ai reçu, c'était vraiment une totale reconversion. C'est ça. Voyons. Donc, je me dis si un ndongo daara comme Mamadou Bara Samb, comme moi aussi, on est tous des ndongo daara. Pas des plus intelligents arrivent à le faire. Donc n'importe qui, parce qu'après l'IT, et je pense pas plus tard qu'il y a 3 jours, quelqu'un me le disait. C'était un recruteur, je pense, qui me disait que de toutes les personnes qui évoluent dans l'infographie, dans le design qu'il a eu à rencontrer, beaucoup ne l'ont pas appris dans un cursus académique. Ok, c'était du pur talent. Voilà, quoi. Donc, pas du pur talent, mais plutôt de l'autodidacte. De l'autodidacte. Aujourd'hui, un outil comme YouTube, c'est une vraie école, quoi. Aujourd'hui, on peut apprendre un métier de A à Z. J'ai l'habitude de dire que les meilleures écoles, c'est YouTube et Google. Mais exactement. Les deux meilleures écoles, c'est YouTube et Google. Je pense qu'il suffit juste d'avoir, c'est ce que Albert Kahn disait dans l'économie de la connaissance. Aujourd'hui, la ressource dont on dispose et dont, par exemple, le chômeur bénéficie plus que, comment on dit, la personne qui est en activité, c'est le temps. C'est le temps. Donc, pour moi, là, cette personne-là qui a quitté l'école très tôt, pour qui le système ne donne plus accès, parce qu'après au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui sont écartés par le système. Quand on redouble à plusieurs reprises dans un même cycle, on est hors système. 30% réussissent au bac. Est-ce que tu sais que sur 100 Sénégalais, il n'y a que 11 qui accèdent à l'université? Wow. C'est effrayant, voilà. Ces chiffres. Donc, il y a que 11 Sénégalais sur 100 qui accèdent à l'université. Il y a 1,5 Sénégalais qui arrivent à avoir un master. Et le gouvernement ne propose aucun programme pour les 89% restants. J'en vois pas. En tout cas, même si il y a des efforts, hein. C'est-à-dire si on voit par exemple 3FPT avec ce qu'il fait dans le financement des formations, et c'est quand même quelque chose. Il y a ONFP quand même qui donne aussi des titres qui ne sont pas forcément des diplômes, mais des titres par rapport à un métier. Genre, je suis un maçon, donc on peut me donner un titre de maçon, un titre de menuisier ou bien n'importe quel autre métier. Mais des fois, en fait, l'information ne passe pas. C'est-à-dire, moi, c'est ça que je reproche à nos agences étatiques. Ils ont des moyens, ils ont des ressources destinées aux populations, mais dont les populations ignorent l'existence. Voilà. Donc, je pense qu'ils doivent être beaucoup plus présents à la télé, n'est-ce pas? En termes de communication, pour que les bénéficiaires puissent avoir accès à ça. Donc, l'idée vraiment de Djangat, c'est ça. Aujourd'hui, avec la municipalité de Yeumbeul, on a signé une convention pour un peu implanter à Yeumbeul une école de capacitation, n'est-ce pas, une école de formation et d'incubation qui va être destinée à ces jeunes-là. Super. Et aussi, il y a un autre centre avec qui on a une convention. Donc, qui est le centre social qui est construit aussi par le ministre de l'économie, qu'il considère comme étant une œuvre sociale à Yeumbeul. Donc, l'idée, c'est vraiment travailler avec ce qui existe sur place. Mais vraiment, mon rêve, c'est vraiment avoir cette école de reconversion-là, qu'on peut considérer comme étant une école de deuxième chance. C'est très important. Moi, je sentirais beaucoup plus impactant, beaucoup plus dans mon rêve que de former, d'une manière classique, un comptable ou bien un DSI. Parce que pour moi, le comptable et le DSI, il peut trouver toujours un autre moyen de se faire former ou bien un autre cabinet qui le font. Mais ce jeune-là, qui peut-être a des parents qui n'ont pas assez de moyens, qui a quitté l'école pour n'importe quelle raison, si on le forme pas, si on lui donne pas ce qui va lui garantir la dignité, ça va retourner contre la société. Donc, ce qui est sûr et certain. Et donc, c'est vraiment l'une de mes passions. Et c'est vrai que ça demande beaucoup de ressources. Et c'est la raison pour laquelle, l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver le maximum de personnes qui peuvent se retrouver autour de ce projet-là et d'y travailler. Parce qu'on a déjà eu à parler de ça à plusieurs reprises. Mais je pense que le gouvernement aussi, il a un rôle à jouer dans ça. Je ne sais pas, est-ce que tu as déjà rapproché certaines agences gouvernementales par rapport à cette idée d'une école de deuxième chance? Comment ça marche normalement? Mais qu'est-ce qu'il faut en fait pour que ça soit implanté? Pour moi, il faut simplement de l'engagement, parce qu'après,
les agences étatiques, bon, si par exemple je prends l'exemple de l'ONFP ou de 3FPT, c'est vrai, il y a les centres de formation professionnelle qui sont affiliés au ministère de tutelle et tout. Mais après, pour moi, tout ça, c'est du ressort du privé. Du privé, ok. Pour moi, l'État, il est là pour organiser l'environnement, pour organiser le climat, pour que les gens, un certain monde de Solatina, par exemple, puissent créer son école de mode pour aider des jeunes aussi à se retrouver. Un bar qui crée son école aussi en informatique. Aujourd'hui, quand on regarde l'écosystème, les jeunes sont là, ils sont en train de proposer des solutions, ils se battent nuit et jour, ils passent par des burn-out tous les jours. Et donc, du coup, ils ne demandent qu'à être soutenus. C'est-à-dire, ils ne commandent pas. Non. Ils pouvaient avoir un chemin plus simple. C'est-à-dire, moi, j'aurais pu avoir un chemin plus simple, j'imagine. Donc, aujourd'hui, aller intégrer une académie ou bien un cabinet de formation, être un formateur expert, pouvait au moins m'aider à subvenir à mes besoins. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Mais j'ai choisi le chemin de l'entrepreneuriat avec ses frais, avec... en tout cas, et quand on le choisit, on le cautionne pas. Voilà, c'est un choix. Mais par contre, pour moi, il y a des missions qui sont des missions régaliennes, en fait. Pour moi, c'est à l'État de garantir à chaque citoyen ce dont, n'est-ce pas, ce dont avec quoi il vit pour avoir une vie de dignité. Et c'est à ce moment-là qu'on peut même demander à ce citoyen-là d'être un citoyen responsable. Mais quelqu'un qui ne mange pas encore ou bien qui nage pas à sa faim, je pense qu'on ne peut pas lui demander certaines choses. C'est sûr. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que de plus en plus les choses sont en train d'être faites. Mais maintenant, après, l'idée, c'est vraiment que les gens puissent créer des synergies. Des synergies, surtout. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a trop d'agences gouvernementales qui ne servent pas à grand-chose, en fait. Si on harmonisait les choses et qu'on centralisait tout, et qu'on allait parler directement à toutes les parties prenantes, on aurait pu trouver des solutions beaucoup plus pertinentes. Non seulement il faut harmoniser sur le plan au niveau gouvernemental, parce qu'il y a beaucoup d'agences qui font presque la même chose. On se retrouve pas dans leur mission et tout. Il y a un chevauchement extraordinaire. Et l'appel aussi, c'est à l'endroit des entrepreneurs. Voilà, si vraiment nos missions, c'est des missions qui peuvent aller ensemble, essayons de créer des synergies. Parce qu'après, moi, l'idée, c'est que voilà, on vit qu'une seule fois. On n'a que 24 heures, n'est-ce pas? On a une vie très limitée. On passe d'une façon très éphémère sur Terre et voilà, d'autres gens vont hériter de ce monde-là. Donc, si on a des rêves assez grands, donc l'idée c'est d'avoir l'intelligence de savoir qu'on peut pas les réaliser seul, c'est sûr. Et de trouver des personnes avec qui collaborer et on peut avoir cette générosité-là. Surtout. Et cette humilité, voilà quoi. Quelle que soit la personne qu'on va citer, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de voir l'impact qu'on laissera. Et je pense qu'il n'y a pas un plus grand impact que d'aider les gens à garder leur dignité. C'est très important, très important. Ouais. Donc, vous avez des clients professionnels et des clients étudiants. Quelles sont les formations les plus suivies, par exemple? Si quelqu'un vous demande, en fait, j'aimerais me former, mais quelles sont les formations que vous allez me proposer pour que je puisse obtenir le plus rapidement après un métier? Actuellement, en passé, on forme beaucoup plus sur les métiers liés à l'administration des réseaux et systèmes, à la cybersécurité. L'année passée, on a introduit aussi une certification en marketing digital. C'était même le tout premier centre en Afrique francophone accrédité Digital Marketing Institute. Il y a aussi l'ICDL qui est le International Certificate of Digital Literacy, qui est une référence mondiale présente dans plus de 100 pays pour les compétences numériques. Donc, ça touche toute la pile bureautique, toute la partie initiation en informatique, toute la partie initiation à la cybersécurité. Donc, aujourd'hui, pour quelqu'un qui n'a jamais fait l'informatique, forcément, le programme ICDL est le programme, n'est-ce pas, adéquat. Et on est en train, non seulement d'offrir ça aux entreprises, aux professionnels et aux étudiants, mais on est en train de travailler pour l'implémentation de la norme. Alors là où je pars, on est en phase de signer une convention avec l'UCAD qui va faire de ce programme-là un programme national. Cela veut dire que tout étudiant de l'université, avant de quitter l'université, sera certifié au moins sur les thématiques informatiques. Parce que
les gens arrivent à l'université, ils sont même orientés dans des filières informatiques et ils n'ont jamais peut-être eu à toucher un ordinateur dans leur vie. Ouais, c'est vrai. On nous vend le rêve de la transformation digitale. On nous dit le Sénégal a investi sur un data center, je sais pas, j'ai vu ça. Combien. Mais qu'en est-il des compétences digitales élémentaires, je dirais? Aujourd'hui, si on veut aller à une croissance, n'est-ce pas, axée sur le digital, il va falloir réussir le e-trust. Et le e-trust, n'est-ce pas, passe par la connaissance parce que l'homme a toujours peur de ce qu'il ignore en fait. Donc il va falloir que le vendeur de Sandaga, n'est-ce pas, le commerçant de Yembel, le maraîcher des Niayes puisse avoir les bonnes, au moins les BABA. Ça va, c'est quoi une adresse mail à disposer. Aujourd'hui, imagine, c'est une mode au Sénégal. Le Sénégal met en place un projet de 100 000 logements, c'est à travers une plateforme électronique. Donc, ça veut dire que toute personne qui ne peut pas se connecter est automatiquement exclue. Et donc, je pense que on est arrivé à un stade du monde où ça devient de l'illettrisme si une personne ne sait pas vraiment utiliser, manier et les outils informatiques. Et je pense que l'avènement de WhatsApp nous montre que ne pas avoir fait les bons n'est pas vraiment frein. Il y a toujours un moyen vraiment de passer la connaissance et de la transmettre. Donc du coup, au-delà de ça, il y a quand même aussi les technologies émergentes. Je parle du cloud parce qu'aujourd'hui, c'est ça les nouvelles tendances technologiques. Le monde va vers le cloud, il est déjà dans le cloud. Ok. C'est de l'IA, n'est-ce pas, l'intelligence artificielle, c'est aussi les données. Donc actuellement, on est en train de travailler sur des programmes sur ces thématiques-là. Et voilà, donc l'idée vraiment et notre vision à 3C, c'est d'être vraiment le centre leader dans le domaine des formations en informatique. Donc quand il s'agira de formations courte durée, de formation modulaire, de certification dans le domaine de l'informatique que les gens pensent à 3C. Et donc, au-delà de la formation, on est aussi un centre d'examen. Donc, cela veut dire que Serigne Modou peut se former, ou n'importe quelle autre personne, d'une façon autodidacte. Voilà. Donc, il arrive même qu'un client nous appelle et voilà, et qu'il nous demande est-ce qu'on, il a la possibilité de se former et on lui indique même là où il peut aller se former d'une façon gratuite sur le net et venir chez nous pour faire l'examen final, pour dire carrément que voilà, on est vraiment pour la certification et pour sa démocratisation. C'est super. Là, on va aller à la deuxième partie, l'introspection. Très bien. J'ai une anecdote à raconter. Très bien. Tu vas aimer. Tu te rappelles, j'ai déjà parlé d'Égypte, non? Oui. La première fois qu'on s'est vu au Sénégal, c'était dans, je pense que c'était un événement d'ANPEJ ou ADPME. C'était un truc d'entrepreneur. Où les gens venaient chercher des investissements. C'est vrai. Ce jour-là, ils trouvaient que j'avais un pitch, en fait. Ils devaient faire un pitch. Je termine mon pitch, je vois qui? Je vois, et c'est pas toi, hein. Quelques années après, je vais au réseau Edavis. Un réseau d'entrepreneurs, quoi. Je vois qui? Exactement. Et c'est pas encore toi. Très bien. Ensuite, je vais dans un club de Toastmaster, de prise de parole en public. Je vois qui? Juste pour vous montrer qu'en fait, c'était des années d'engagement, de quête éternelle de connaissances et de détermination. Genre, le bar que vous voyez là, c'est vrai, il parle anglais, il parle français, il parle arabe, il a fait pas mal de formations. Mais jusqu'à ce jour, il se forme, il se met à jour, il apprend, il aide, il contribue. Donc dis-moi, quel est ton système en fait? Comment tu fais pour te mettre à jour? Parce que partout où je suis allé pour m'améliorer, je t'ai retrouvé déjà là-bas. Je dis, aussi, tu dois être dans le bon chemin alors. alors ce que t'as pas dit, c'est que c'est moi qui te trouve en réalité. non, c'est lui. Donc c'est moi qui te trouve en réalité. Et donc ça montre carrément que voilà quoi. Je pense que voilà l'idée. C'est que moi j'ai le sentiment que les bonnes âmes se retrouvent toujours et c'est partie quand même des fiertés de notre génération. En fait, c'est vrai, j'étais devancé en Égypte, mais c'était la seule fois où je t'avais devancé. non, faut pas dire ça. Sinon voilà, t'es un mentor, donc je serai ton disciple. Donc du coup, bon, quel est mon système? Pour moi en fait. On vit qu'une seule fois.
Et ma foi, c'est que on n'a jamais toute la vérité, en fait. Ouais, c'est vrai. Et chacun a une part de la vérité. Et je suis une personne qui respecte trop l'expérience des gens. Et ma foi, c'est que aussi c'est-à-dire, avec cette capacité d'écouter les gens, d'apprendre d'eux, on peut économiser beaucoup dans notre vie. C'est-à-dire, imaginons si on allait vivre 80 ans, ok? On peut se mettre à gaspiller une dizaine d'années parce qu'on n'a pas eu l'humilité d'apprendre de quelqu'un d'autre. Alors que si on rencontre les gens, si on écoute les gens, si on lit, si on apprend, ça peut au moins nous aider à économiser, n'est-ce pas, sur nos erreurs et accomplir beaucoup de choses. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là qu'on cite comme référence dans le monde, qui ont impacté le monde, qu'on va jamais oublier, mais attends, n'ont pas vécu 100 ans, quoi. C'est sûr. N'ont pas vécu 100 ans. Des fois, tu te demandes même comment ils ont fait pour construire tout ce qu'ils ont eu à faire, à construire avec peu de temps. Donc, voilà. Donc, on reste des éternels étudiants. C'est le système, si je parle même du point de vue professionnel, c'est le système qui nous l'oblige. Tu es formateur accrédité et cher ami, si tu restes 3 ans sans te mettre à jour, tu peux appeler enseignant. Tu deviens vétuste. Voilà, exactement. Donc, voilà. Donc, on est obligé par le système à rester, n'est-ce pas, des éternels apprenants. Et je pense que aussi, quand on enseigne, on apprend. Surtout que c'est de la formation professionnelle continue. Et j'ai toujours l'habitude de dire ça à mes formateurs. Je leur dis, attendez, cette personne-là qui vient à 3C pour faire une formation en réseau, il est peut-être le DSI ou bien il est peut-être l'administrateur, je dirais, système c'est lui. Cette personne-là, peut-être sur d'autres thématiques, il est beaucoup plus calé que toi. C'est sûr. Donc quand tu lui transmets la connaissance sur ce domaine-là, il va falloir le faire avec beaucoup d'humilité et essayer aussi de profiter de ce temps-là pour apprendre de lui. Donc moi, je crois à ce qu'on appelle la relativité du savoir. Aujourd'hui, on est sachant sur quelque chose et on est ignorant sur autre chose. Et donc l'idée c'est vraiment quand on se rend compte d'avoir cette prédisposition là d'écouter les gens, d'apprendre d'eux et puis voilà d'intégrer ce qu'on a intégré et avancer dans la vie. Non, l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de créer ce podcast c'est exactement pour ça. Excellent. Genre je connais absolument rien et j'ai hâte. Je suis curieux, j'ai hâte d'apprendre, j'ai hâte de rencontrer des gens. Genre, cette conversation-là qu'on est sans téléphone, sans distraction. Je prends tellement beaucoup. J'espère que ceux qui nous écoutent font pareil aussi. Dis-moi, de quoi es-tu le plus reconnaissant ces temps-ci? Alors, de quoi je suis le plus reconnaissant, c'est d'être en vie. Non, donne-moi une autre réponse. Ouais, ça, oui, on est tous reconnaissants d'être en vie, en bonne santé, d'avoir une famille harmonieuse, de pouvoir rire tous les jours. Parce qu'après, Serigne, c'est des choses qu'on prend pas le temps d'apprécier à sa juste valeur, mais quand c'est quand on te le prive que tu commences à savoir ce que ça vaut. Comme la citation qui disait une personne en bonne santé veut 1000 choses, mais une personne malade veut une seule chose. Exactement. Et c'est la santé. Une seule chose, c'est la santé. Et c'est la santé. Donc pour moi c'est vraiment ma vraie reconnaissance sans pour autant mentir, c'est ça. C'est vraiment d'être parmi les vivants et d'être en bonne santé et d'avoir ce feu plutôt en moi. C'est-à-dire j'ai quand même quelque chose qui brûle en moi et le jour où ça va cesser de brûler, je saurai que peut-être voilà quoi, je vis plus quoi. Donc pour moi c'est ça qui explique aujourd'hui peut-être mon activité. Je suis dans plusieurs choses et tout sur beaucoup de fronts. Mais ça, j'ai remarqué ça dans toutes les personnes exceptionnelles que je croise. J'ai remarqué qu'il y a cette intensité, ce feu qui n'est pas en fait gérable. Et leur manière, c'est quoi? Ils essayent de se mettre dans plusieurs choses pour canaliser ce feu. Mais malgré tout, ils n'arrivent pas à les canaliser. Exactement. Non. C'est ce qu'on appelle. Mais comment expliquer ça? Moi, ça, c'est ce qu'on appelle. Bon, il y avait un coach qui me disait, par exemple, pour réussir dans la vie, il faut d'abord il y a 3 choses. 3 aspects fondamentaux. Le premier aspect, c'est d'avoir un rêve qui t'empêche de dormir. C'est sûr. Donc, en arabe, il disait, c'est-à-dire, c'est-à-dire, quel est le rêve qui t'empêche de dormir?
Quel est le rêve qui t'empêche de dormir? Ouais. Si tu ne le sais pas, tu n'as plus le droit de dormir. Wow. Ça, c'est un. Maintenant, une fois que tu aies ce rêve-là, quelle est la mission que tu vas accomplir? La deuxième chose, c'est est-ce que ce rêve attise autant de feu en toi? Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui brûle en toi? Et vraiment, c'est ce feu-là qui t'empêche en réalité de dormir. C'est ce feu-là qui t'empêche même des fois de voir tous ces obstacles-là qui se dressent devant toi. Et le troisième élément, après ce feu-là, le burning desire, avoir ce désir ardent, c'est d'avoir ce qu'on appelle le sentiment d'urgence. D'urgence, ouais. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va tous mourir. On va tous mourir, non seulement, mais on peut mourir à n'importe quel moment, quoi. Et je pense que c'est l'une de mes plus grandes peurs, en réalité. Raison pour laquelle je dis, on inspire à inspirer avant d'expirer. Que tôt ou tard, on va expirer, quoi. J'adore ça. Chaque jour, je commence le podcast, exactement. À chaque fois, je me réveille, je me dis, peut-être je vais expirer le jour. Mais exactement. Je vais faire de mon mieux pour faire de mon mieux. Je me souviens, par exemple, j'ai traversé il y a 4 mois une période assez difficile sur le plan de la santé et tout. Voilà, donc j'étais malade et tout. Et à un moment de cette traversée-là, j'ai senti que est-ce que c'était pas la fin et tout. Sérieusement, quoi. Ça, et l'une des choses qui m'était venue à l'esprit, c'est les poèmes que j'ai eu à écrire. Je me souviens même d'avoir insufflé à un ami à moi, je lui dis, si je meurs, il faut leur dire d'aller regarder dans mes poèmes. Pour dire carrément que, en fait, moi j'écris en Wolof, je suis un poète soufi, pour dire carrément que, voilà, pour moi, laisser un impact dans la vie, laisser une empreinte, pour moi, c'est non négociable. C'est-à-dire, pour moi, c'est quelque chose fondamental qui me tient à cœur et je cherche à le faire par plusieurs manières. Et je pense que l'une des meilleures manières, n'est-ce pas, d'impacter dans ce monde, c'est de réveiller quelqu'un qui dort. C'est là. Voilà, parce qu'après, on ne mesure pas les répercussions que ça peut avoir. Aujourd'hui, une personne qui a perdu l'espoir, tu l'aides à faire renaître l'espoir en lui, cette personne-là, il pourra peut-être créer son entreprise ou trouver un boulot, après nourrir une famille. Cette famille-là, peut-être a des gens qui vont peut-être se mettre sur un bon chemin, essayer d'apprendre, et ces gens-là vont impacter encore d'autres. Et donc, pour moi, aujourd'hui même, je disais à un ami, il faut qu'on mesure ce que les gens vivent et qu'ils n'arrivent jamais à oublier. Tout à l'heure, je t'ai parlé de ce que j'avais vécu avec Moudir El-Wafidine en Égypte, le chargé des expatriés. On est en 2022. L'événement s'était passé en 2001. Depuis 20 ans, j'ai jamais oublié. C'est comme si il me parlait hier. Et notre cerveau est fait ainsi. On oublie rarement les négatifs. Exactement. On oublie rarement les négatifs. Et donc, pour moi, tout ce qui est émotion, que ça soit même émotion positive ou négative, c'est-à-dire, il y a une situation qui disait, c'est-à-dire, les gens oublient ce que tu leur dis. Ils oublient ce que tu leur fais. Mais ils ne vont jamais oublier ce que tu les fais sentir, en fait. C'est vrai. C'est-à-dire, quand tu les pousses à un degré d'émotion assez profond, ils ne vont jamais oublier ça, que ce soit positif ou négatif. Donc, il faut qu'on fasse attention quand on manque de respect à quelqu'un. Il faut qu'on fasse attention quand on humilie quelqu'un. Il faut qu'on fasse attention quand on pousse quelqu'un vraiment au mur, parce que c'est des choses qu'il va jamais oublier et qui peuvent avoir une répercussion assez désastreuse dans sa vie. Et aussi de la même manière, quand on fait du bien, faisons-le en ayant au fond de notre pensée, au fond de notre cœur, cette volonté d'impacter une personne, voilà, de regarder une personne et sentir que cette personne-là peut-être est en train de passer à côté, et on l'incite à rester, n'est-ce pas, debout. Et je pense que voilà, l'une de nos missions en tant que formateur, c'est un peu ça aussi, quoi. Je comprends pas comment il est difficile maintenant d'être tout simplement un être humain, parce que toutes les caractéristiques que vous avez énumérées, c'est uniquement les caractéristiques d'un être humain. Exactement. Un être humain. C'est-à-dire, sois gentil, sois respectueux, ne fais pas aux autres ce que tu aimerais pas qu'on te fasse. C'est des règles basiques, en fait. Et c'est très simple. Mais je comprends pas pourquoi c'est très difficile maintenant aux gens. On aime compliquer les choses. Non, je comprends pas.
on aime rendre les c'est choses. des règles qui ont transcendé les générations. Mais exactement. Et les religions, les croyances. Toutes les religions, toutes les croyances. Donc, pourquoi on veut compliquer les choses? Ouais. Tu veux être un bon être humain, sois gentil, sois respectueux. Exactement. Un point et c'est tout. Un point et c'est tout. Et je pense que c'est ça. Et puis, comprendre qu'on n'est pas dans une concurrence. Et la seule concurrence, c'est la concurrence avec soi-même. N'est-ce pas? La personne avec qui on se compare doit être soi-même. Et puis, voilà, on reste toujours humble. On reste des serviteurs de Dieu. Ouais, on est serviteurs. C'est que j'ai découvert. J'ai toujours su que tu es spirituel. Tout à l'heure, tu m'as parlé des poèmes, de ta passion de rédaction en Wolof, mais surtout sur le plan spirituel. Tu peux développer un petit peu? Alors, moi, je suis issu d'une famille très, très attachée, je dirais, à la spiritualité. Comme je disais, mon grand-père était un grand maître spirituel. Donc, il a éduqué pas mal de générations, je dirais. Donc, c'est à travers lui, à travers l'environnement qu'il a mis en place, voilà, que j'ai eu cette fibre-là. Donc, et son attachement aussi à la langue, il serait, en tout cas, l'un des premiers Sénégalais à prêcher le khutba, le sermon de vendredi en Wolof. Wow. Il a parlé de ça dans les années 60, que les khutbas de vendredi devraient être. Et ça, c'est recommandé par l'islam aussi. Oui, on doit faire les khutbas selon les langues. Selon le rythme à l'étiquette, c'était pas le cas. C'est pourquoi aujourd'hui, jusqu'à maintenant, au Sénégal, il y a beaucoup de mosquées qui préfèrent faire une petite discussion, n'est-ce pas, avant le sermon, et ensuite le sermon est fait en arabe. Donc, il était parmi les tout premiers Sénégalais à avoir prêché en Wolof. Il était écrivain, il était aussi poète. Okay. Il a écrit pratiquement une bonne partie je dirais, du patrimoine de la communauté laïque en termes de poésie. Il était un conférencier, il était enseignant. Il était enseignant jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, lui, c'est mon idole, quoi. C'est ma référence. Et je me souviens, il a corrigé mes tout premiers textes. Ah, super. En Wolof. Mes tout premiers textes en Wolof. Et donc, moi, c'est ça ta fierté. Ouais, c'est ça ma fierté. Donc, si je suis pas devant un board en train de faire mon cours de Cisco, je suis avec mon téléphone en train d'écrire un texte, quoi. Donc, et aujourd'hui, mon envie, c'est de transmettre d'une manière différente ces textes-là à travers l'islam. Donc aujourd'hui, l'une des choses que je veux apprendre... Non, moi j'ai écouté un de vos textes, mais j'étais étonné. Ouais, je veux apprendre. Bon, en réalité, c'était une œuvre que El Hadj m'a aidé à faire. Mais sincèrement, quoi, ce que je veux faire, c'est apprendre l'islam et commencer à islamer ces textes-là. Donc avec un concept intitulé le Soufi Islam. Je te soutiens. Donc qui est l'islam spirituel, parce que moi, je dirais ma foi, c'est que le message religieux tel qu'il est véhiculé au Sénégal n'accroche pas les jeunes. Et peut-être vous qui nous suivez, vous pouvez partager ou ne pas être avec moi cette croyance-là, mais je vois que il y a une autre manière, par exemple, par laquelle on pourra peut-être transmettre le message religieux et inciter les jeunes à la spiritualité. Et être spirituel, c'est pas vraiment ne pas être moderne. Voilà, quoi. On peut être avec son casquette, voilà, chez Hussein là, il le disait tout le temps, il nous disait, portez vos jeans, portez vos casquettes, mais toujours votre chapelet dans votre poche. Donc c'était ça son message de tous les jours. Donc moi je suis de cette école-là. C'est ces personnes-là qui m'ont vraiment, vraiment influencé. Et j'ai taquiné mon ami et je lui disais, moi je me définis pas comme étant un entrepreneur social, je suis un entrepreneur spirituel. Donc parce que pour moi ce que je cherche dans mon entrepreneuriat, au-delà de l'impact social, c'est d'être en phase avec mon créateur. C'est important. Voilà, d'être en phase. J'ai toujours l'habitude de dire à mes collaborateurs, je leur dis, avec 3C, je compte devenir milliardaire, mais c'est avec 3C aussi que je compte entrer au paradis. Donc, c'est ça vraiment ma vraie croyance. Et c'est par le travail aussi. La vie d'une personne, autant pour moi, ne peut pas être
divisé en compartiments où on est bon ici, on n'est pas bon là-bas. Donc l'idée c'est de chercher cet équilibre-là, n'est-ce pas, à travers peut-être ce que Stephen Covey appelait les 4 L, Live, Love, Learn and Legacy, pour vraiment parce qu'après on est une seule personne quoi. On est une seule personne. Quand on est bon, on est bon. C'est-à-dire quand on a cette envie-là de servir quelqu'un à la maison, ça va se sentir. Au bureau, ça va se sentir. Dans la rue, ça va aussi se sentir. Donc, pour moi aussi, l'idée, c'est d'orienter, n'est-ce pas, l'éducation vers ces valeurs universelles-là dont tu parlais tout à l'heure. Je pense que les poèmes et aussi les slams, c'est une bonne idée pour pouvoir transmettre tous ces principes, toutes ces valeurs. Parce que moi aussi, j'ai l'habitude de dire la meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie, c'est d'avoir une éducation, je dirais pas islamique, mais spirituelle surtout, d'avoir fait l'école coranique, d'avoir développé ces principes, ces valeurs, parce que ça m'a servi. Partout où je suis passé, je pouvais passer de l'autre côté. Mais à cause de ce qu'on a inculqué en moi, je me suis dit non, faut que je passe par l'autre côté. Sinon, je décevrais mes profs, je décevrais mes enseignants, mes parents. C'est très important. Donc là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu croyais comme une vérité absolue et qu'actuellement, tu crois plus? Tu es dans une phase de désapprentissage. Par exemple, quelque chose que tu disais, ça c'est une manière de vivre, ou c'est un principe, ou je vais appliquer cette règle, peu importe la situation. Et là, tu te rends compte que non, cette règle n'est pas aussi blanc, noir, c'est nuancé. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu es en train de désapprendre? Je dirais, par exemple, cette imagination de vouloir changer le monde, de se focaliser sur l'autre, sur l'extérieur. Voilà. Et je me suis rendu compte, en réalité, c'est-à-dire pour changer le monde, en réalité, c'est soi-même qu'on change, en fait. L'individu commande le collectif. Exactement. Pour moi, après, c'est ça que je suis en train, et c'est grâce à des discussions que j'ai eues avec de bons amis. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur moi-même, en fait. De travailler sur son perfectionnement, parce que quand la personne grandit sur tous les plans, ce qui est sûr et certain, il va impacter ceux qui sont autour de lui. Et surtout d'avoir cette humilité-là, que quelle que soit l'intention qu'on aura, il y aura toujours quelque chose qui va rester, en fait. C'est ça. Voilà, donc il y a toujours aussi quelque chose qui relève de la responsabilité de l'autre et tout. Quelle que soit notre intention de vouloir bien faire, si la personne en face n'est pas en phase, ça va être très difficile, n'est-ce pas, de changer les choses. Donc pour moi, au-delà de vouloir changer et de faire des choses pour l'autrui, est-ce qu'on est en train de faire assez pour soi-même? Est-ce qu'on est en train de se demander les vraies questions, de se remettre en question tous les jours, de voir les points d'imperfection qu'on a? Est-ce qu'on est en train de prendre le soin d'écouter ce que les gens nous reprochent en termes de caractère et tout? Et voilà. Je pense que si on se focalise sur soi-même et toujours être très rigoureux, avec la même rigueur qu'on a, je me souviens d'avoir lu le post qui disait, voilà, est-ce qu'on est en train, la même rigueur qu'on utilise avec Alexis, c'est notre coach. On est en train d'appliquer la même rigueur sur nos vies respectives, quoi. Et ce qui est totalement vrai. C'est vrai. Et je pense que c'est ça, quoi. C'est-à-dire, au-delà, voilà, de ce qu'on peut montrer en termes de bonne impression et tout, est-ce qu'on est vraiment content de soi? En même temps, quand on pointe le doigt, on est en train de pointer deux autres doigts sur nous-mêmes. Ça, c'est excellent. Donc, commencez par vous-même, c'est très important. Ça, je viens de l'apprendre. Non. Genre, l'être humain, en fait, souvent, nous avons tendance de pointer, de chercher des excuses. Exactement. Mais tout commence par nous, quoi. Exactement. Même Jordan Peterson, c'est un psychologue clinicien canadien. Il a écrit pas mal de livres sur ça. Il dit que vous voulez changer le monde, commencez d'abord par nettoyer votre chambre. Wow. C'est une métaphore disant que si vous nettoyez votre chambre et que vous mettez les choses en ordre chez vous, j'ai jamais vu, je voyais que je suis pas dans ce monde depuis longtemps, j'ai que 29 ans, mais j'ai jamais vu une personne heureuse, pacifique, faire quelque chose de mal. C'est vrai. Et pour être heureux, pour être pacifique,
Faut avoir une certaine discipline. C'est tellement vrai. Faut avoir prendre soin de soi-même. Faut avoir des bonnes habitudes. Faut être bien entouré. Donc comme on disait tout à l'heure, c'est des principes basiques. C'est pas compliqué. Très bien. Mais les gens cherchent à être validés à tel point que on a oublié les principes qui nous ont permis de vivre pendant des années. Excellent. Très important. Ouais. Donc, avec toutes les expériences, avec toutes les réalisations, quel conseil donnerais-tu à toi-même il y a 10 ans, 20 ans? Parce que je me rappelle de Bar de Kerkité, businessman actif, mais aussi gentil, aussi généreux. Merci bien. Je pense que tu as impacté beaucoup de personnes. Toutes les personnes qui sont passées en Égypte, qui ont fait l'informatique, c'est grâce à toi. Merci. Donc, quel conseil donnerais-tu à Bar il y a 10 ans, 20 ans? C'était de plus apprendre. Wow. Sérieusement, quoi. C'était d'investir plus dans l'apprentissage, n'est-ce pas, surtout, j'ai commencé en Égypte, il y a eu un moment de ma vie où j'ai commencé à consommer beaucoup de contenu en développement personnel et tout. Et, je me souviens avoir assisté à des séances d'Ibrahim El-Fiki, qui est l'un des plus grands symboles du développement personnel dans le monde arabe et tout. Donc, l'idée vraiment, c'était, voilà, il y a 10 ans, je m'aurais donné comme conseil d'apprendre plus, quoi. D'apprendre plus. Ok, juste 2 questions avant qu'on termine. Donc, si tu dois résumer tout ce que tu as appris en 3 principes, quel est? Genre, t'as réalisé, en fait, ta mission dans la vie, t'as pu transformer le Toassé en une grande école de deuxième chance, t'as réalisé tes poèmes, t'as tout fait, et que c'est le dernier jour, plus tard que plus tôt. Quels sont les 3 principes clés que tu donnerais au monde entier comme héritage? Oh, c'est une grande question. Ouais, juste 3 vérités absolues. C'est une très grande question. One, je dirais, if you cannot cure, just care. Ok. Si tu peux pas soigner, voilà, faut juste prendre soin. Voilà. Ok. Voilà, si tu peux pas soigner les gens, c'est-à-dire tu es devant une personne qui est devant toi, qui est peut-être désireuse de quelque chose, qui est dans le pétrin, qui est dans une situation un peu de besoin. Si tu peux pas régler son problème, au moins laisse-le tranquille, en fait. Ouais, c'est super. Voilà, laisse-le tranquille et aide l'attention avec cette personne-là. Donc, c'est vrai, on n'est pas Dieu. Ok, on n'est pas Dieu, mais on est supposé être serviteur, en fait. Ouais. Donc, aujourd'hui, c'est nous, en tant qu'humains, qui remplacent Dieu dans ses fonctions. L'image de Dieu. C'est Dieu qui a, je dirais, comme fonction de donner de quoi manger, n'est-ce pas, à ses serviteurs. C'est lui qui leur assure la sécurité, c'est lui qui leur assure la connaissance. Donc, toute personne qui remplace Dieu dans ces missions-là, donc elle est dans une mission quand même assez importante. Donc pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes, parce que je me souviens d'avoir lu un bouquin qui disait que je pense que c'était écrit par quelqu'un qui avait interviewé des personnes qui étaient dans les derniers instants de leur vie, et il leur demandait quelle était la chose qu'ils regrettaient le plus. Et il dit que j'ai jamais entendu quelqu'un avoir regretté de rater ce rendez-vous-là, ou d'avoir raté cette opportunité-là, de ne pas avoir eu ce chèque-là. Mais tout le monde a regretté peut-être des problèmes qu'ils ont eu en termes de relation, peut-être avec cet ami-là qui était parti parce qu'on s'entendait pas. Donc, j'aurais bien aimé, par exemple, que ça ne finisse pas de la même manière. Et en fait, pour moi, je pense que le mot service, comme nous l'enseigne Ahmadul Khadim dans son khidma, pour moi, c'est la valeur la plus profonde de la vie humaine, en fait. De on est là servir, pour servir. On est là que pour servir en réalité. Donc pour moi, if you cannot cure, encore une fois, just care. Number two, c'est personne ne te doit rien du tout. No one owes you anything. Anything. Non, personne ne te doit rien du tout, parce que personne ne t'a amené ici. C'est le borom pour nous indi, quoi. Donc c'est grâce à Dieu qu'on est là. Donc s'il y a quelque chose ou quelqu'un à qui on doit demander, n'est-ce pas, des comptes, ça doit être lui avec un grand tel. Donc personne ne nous doit rien du tout. Peut-être la troisième chose, c'est que
tu peux tout avoir dans la vie, mais tu n'auras jamais quelque chose dans la facilité. C'est sûr. Voilà, tu n'auras jamais quelque chose dans la facilité. Et dernière question, quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? En fait, de laisser le sentiment d'être un bon serviteur de mon créateur. My man. Thank you so much. Yeah, thank you, man. You're the man. Je t'apprécie. Merci bien. Je te respecte. Merci, Cyril. Tu as toujours été un mentor depuis le début. Et je te souhaite que le meilleur pour le reste. Merci, donc c'est moi. Ici, c'est ton cercle. Merci T'as bien. un dernier mot, des annonces de tout. Mon dernier mot, c'est à vous, hein. C'est au cercle, c'est au flow qui nous a aidé à maintenir le flow. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, quoi. C'est que tu es sur la bonne voie. Aujourd'hui, ça manque, hein, dans notre espace médiatique des contenus aussi intéressants, aussi précieux. Donc, le cercle devienne la star de l'espace médiatique du Sénégal. C'est ton cercle. Si on peut aider, n'hésite pas. On est là pour toi, on est là pour servir. En tout cas. Mes amis, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, vous l'avez écouté. Donc, ça se passe toutes les semaines. Ici, c'est le cercle d'influence. On s'inspire à inspirer avant d'expirer. À la prochaine. En attendant, soyez uniques, soyez légendaires et soyez gentils. Peace and love. Bye. Thank you.